Il s'agit d'un jeu où les participants auront la chance de rencontrer le jumeau qu'ils n'ont jamais connu dans leur vie. C'est un jeu simple à réaliser, mais les répercussions peuvent être accablantes. Le jumeau est le reflet de ce que vous êtes vraiment, et non de ce que vous prétendez être. Si vous êtes une personne véritablement bonne, votre rencontre avec le jumeau sera agréable et gratifiante. Mais si vous êtes une personne mauvaise, quelqu'un qui intimide, ment, vole, triche, manipule ou blesse d'autres gens, alors votre expérience sera sombre et douloureuse. Pour jouer à ce jeu, vous avez besoin des éléments suivants. Un placard vide, une bougie allumée et un miroir. Pour commencer, accrochez le miroir, n'importe quelle taille fera l'affaire, sur le plafond du placard. Veillez à bien l'accrocher en face de la porte du meuble, de sorte à ce que celle-ci soit reflétée lorsqu'elle est fermée. Une fois la bougie allumée, entrez dans le placard et fermez la porte derrière vous. Regardez le miroir, vous y verrez votre reflet, et celui de la porte fermée. Frappez 2 fois sur la glace, comme si vous vouliez toquer à la porte du placard. Soufflez la bougie, et frappez 2 coups supplémentaires. Vous entendrez le battant s'ouvrir, mais la porte derrière vous sera toujours fermée. Vous entendrez ensuite un bruit de respiration. Le jeu aura commencé. D'une voix calme, saluez votre jumeau avec un simple bonjour, et attendez sa réponse. Ensuite, posez une question simple à laquelle il peut répondre par oui ou non. Il répondra. Le jumeau réagira de l'une des 2 manières suivantes. Donner une réponse aimable ou une réponse hostile. Les bonnes réponses recevront un bonjour gentil en retour de leur salutation. Posez alors votre question et la réponse vous sera chuchotée. Peu après, un sentiment de chaleur et de confort vous envahira. Le son d'une porte qui se ferme signalera la fin du jeu, car votre jumeau aura établi le contact, transmis son message et quitté le placard. Quant aux mauvaises personnes, elles recevront en retour un grognement digne d'un animal en colère. Si vous essayez de poser une question, vous recevrez en réponse des griffures ou des morsures de la part de votre jumeau. Un froid glacial envahira le placard, et un sentiment de malheur imminent provoquera en vous une peur inébranlable qui persistera pendant des heures. Vous entendrez le bruit de la porte qui se ferme, et le miroir se détachera du mur, se brisant en morceaux. Lorsque vous quitterez le placard, assurez-vous de prendre le miroir avec vous, intact ou brisé. Si vous le laissez derrière vous, vous serez harcelé par la voix de votre jumeau qui vous appelle et frappe les murs. Et ce, jusqu'à ce que vous enleviez le miroir. Ce jeu révèle beaucoup de choses sur l'âme d'une personne. Attention aux joueurs. Avez-vous déjà connu l'illusion du miroir? Ce phénomène qui se produit quand on regarde trop longtemps son reflet dans celui-ci. Allez-y, faites le test. Vous n'avez besoin que d'un miroir et de temps. Posez-vous devant le miroir et regardez votre reflet dans les yeux. Ne faites rien d'autre. Concentrez-vous pour que ça marche. Au bout d'un moment, vous verrez des choses étranges. Votre reflet qui bouge tout seul, qui se métamorphose en autre chose. Quand le cerveau s'ennuie, qu'il n'y a aucun stimuli cérébral, il va s'amuser à en créer. Et c'est de là que viendrait ce phénomène. Mais nous ne sommes pas dupes. Et si c'était autre chose? Ma mère, par exemple, me disait toujours de ne pas me regarder trop longtemps dans le miroir, car derrière ceci se cacherait tout le mal de la Terre. Elle était très vague là-dessus, mais à ce que j'ai compris, derrière les miroirs pourrait se trouver un autre monde, une dimension parallèle peuplée des êtres les plus vils et malfaisants. Pour simplifier, si nous étions Dr Jekyll, derrière chaque miroir se tiendrait notre Mr Hyde, et ils chercheraient par tous les moyens à échanger leur place avec la nôtre. Et si jamais fixer suffisamment longtemps les miroirs leur permettait d'atteindre leur but? Peut-être que certains ont réussi, peut-être que c'est ainsi que les serial killers, violeurs et autres psychopathes seraient entrés dans notre monde. Pour ma part, je vais suivre les conseils de ma mère et ne pas me fixer trop longtemps dans un miroir. Enfin, pas une seconde fois. Vous est-il déjà arrivé de voir des souvenirs amers refaire surface? Comme cette fois, lorsque votre soi-disant meilleur ami vous a dénoncé à la maîtresse alors que vous lui aviez fait jurer de ne rien dire. Ou cette fois-là,
Lorsque vous avez vu de vos propres yeux votre animal de compagnie se faire renverser par un chauffard à moitié saoul. Vous vous souvenez de cette sensation, ce sentiment de vengeance assez intense pour vous pousser à commettre l'irréparable. Ça y est, vous vous en souvenez? Bien. Gardez ce sentiment dans un coin de votre tête, car aujourd'hui, je vais vous donner une seconde chance. Je vais vous faire part d'un rituel qui vous permettra de vous alléger l'esprit en changeant votre passé, en accomplissant quelque chose que vous auriez dû faire depuis bien longtemps, ou tout simplement en prenant votre revanche envers quelqu'un ou quelque chose. Le rituel consiste tout bonnement en un goûter. Enfin, un goûter des plus singuliers, croyez-moi. Pour réaliser ce rituel, vous devrez vous munir d'au moins 2 paquets de biscuits. Ah, et très important, il faut que ce soit vos préférés. Vous emmènerez également un briquet, un stylo, et pour finir un carnet entièrement vierge. Peu importe la taille ou le nombre de vos feuilles, du moment qu'il est possible d'écrire dessus. Lorsque vous serez fin prêt, et que le dernier des 12 coups de minuit aura retenti, vous devrez vous rendre dans le parc où vous aviez l'habitude d'aller étant enfant. J'espère pour vous que vous savez où il se situe. Lorsque vous en serez sûr et certain, approchez-vous de l'entrée. Mais avant de rentrer dans l'enceinte du parc, vous devrez faire un petit effort de remémoration. Est-ce que, dans votre parc, il y avait un cheval à bascule? Si vous n'arrivez plus à vous en souvenir, vous devrez partir. Vous ne devrez pas continuer le rituel. Mais si malgré mes avertissements vous vous entêtez à poursuivre, sachez que je ne suis en aucun cas responsable de ce qui vous arrivera. Si la réponse à cette question est oui, alors vous devrez le repérer au plus vite et vous en approcher. En revanche, si la réponse est non, sortez de votre poche le stylo et le bloc-notes. Imaginez à quoi ressemblerait un cheval à bascule à l'intérieur du parc, et dessinez-le sur votre feuille. Enfin, vous devrez entrer dans le parc pour déposer votre dessin dans un endroit assez spacieux. Approchez la flamme de votre briquet de la feuille et écartez-vous ensuite de cet endroit. Fermez les yeux et tendez l'oreille. N'essayez en aucun cas de voir ce qui se passe, tant que vous n'aurez pas la certitude d'avoir entendu un grincement venant précisément de l'endroit où repose votre papier incandescent. Cette opération peut prendre jusqu'à 25 minutes. Cela dépendra de votre foi en ce rituel. Lorsque vous ouvrirez les yeux, si tout s'est bien passé, un enfant se balancera d'avant en arrière, sur sa nouvelle monture fraîchement créée. Néanmoins, si le cheval à bascule était déjà là avant votre arrivée, alors vous devrez vous-même monter dessus et commencer à vous balancer. Un enfant devrait rapidement s'approcher de vous. Lorsque vous le verrez, cet enfant vous rappellera vaguement une personne. Ses habits, sa casquette, ses lunettes vous sembleront familiers, mais vous ne saurez pas exactement qui il est. Une fois que vous serez proches l'un de l'autre, si vous étiez sur la monture à bascule, vous devrez descendre pour ne pas paraître impoli devant l'enfant. N'oubliez pas que c'est son parc et que vous n'y êtes pas le bienvenu. De la même manière, si l'enfant y était, il descendra de son plein gré. Au fur et à mesure que le temps passera, les traits de l'enfant vous sembleront de plus en plus familiers, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'il s'agit en réalité d'une autre version de vous. À ce moment, vous vous rappellerez de ce pourquoi vous avez fait le rituel. Toutes vos émotions ressurgiront dans votre tête, dans les moindres détails. L'enfant vous questionnera alors sur les raisons de votre venue. Mais ne lui répondez pas tout de suite. Tendez-lui un des 2 paquets de biscuits. Il vous saisira alors soudainement la main. Mais ne sursautez pas. Vous risqueriez de lâcher le paquet de biscuits. Vous ressentirez une froideur des plus brûlantes, semblable à une engelure. Au risque de me répéter, ne lâchez surtout pas le paquet de biscuits. Il pourrait prendre cela pour une insulte et vous gèlerait les membres un par un, provoquant un arrêt de toutes vos fonctions vitales et vous tuant sur le coup. Attendez que sa main se desserre pour y déposer les biscuits. Il les observera pendant un petit instant et vous demandera si vous voulez vous joindre à lui pour son 4 heures. Vous devrez accepter. Si vous refusez l'invitation, il partira. Mais dans ce cas précis, vous disposerez d'environ une quinzaine de secondes pour vous enfuir de ce parc, avant qu'il ne revienne en compagnie d'un adulte. Ceux qui ont aperçu cet adulte témoignent l'avoir vu se tordre dans tous les sens dans un grincement semblable au cheval à bascule. Cependant, si vous acceptez son offre, l'enfant s'assiera sur un rebord non loin de l'entrée et vous posera de manière plus amicale cette fois-ci plusieurs questions auxquelles vous pourrez répondre si vous le souhaitez.
Quand vous et le petit aurez fini de manger vos biscuits, ce dernier vous remerciera et vous demandera d'une voix réservée l'événement que vous voulez changer. Vous lui direz alors l'époque à laquelle s'est déroulé le motif de votre venue. Vous n'avez pas besoin de détailler. N'oubliez pas qu'il partage vos souvenirs. C'est alors qu'il vous y enverra. Tous ceux qui ont déjà essayé le rituel diront s'être sentis mal à l'aise dans leur corps, lorsque leur version enfantine les a envoyés dans le passé. Et la raison à cela est simple. Vous ne pouvez pas exister deux fois au même moment. Vous devrez alors vous dépêcher de réaliser ce pourquoi vous êtes venu. Car si vous prenez trop de temps, ou si vous oubliez ce pourquoi vous êtes là, votre malaise s'intensifiera de plus en plus, jusqu'à ce que vous vous évanouissiez, et vous resterez donc perdu entre la vie et la mort pour l'éternité. Si vous réussissez à modifier votre souvenir comme vous le souhaitez, vous serez réintégré au monde auquel vous appartenez. Vous vous trouverez là, au beau milieu du parc. Mais l'enfant ne sera plus avec vous. Vous pouvez rester dans le parc, ou alors rentrer chez vous si vous le souhaitez. Cela n'a que très peu d'importance car le rituel est terminé. Mais méfiez-vous à présent. Il se peut que si vous passiez non loin d'une aire de jeu pour enfants, vous sentiez la présence de quelqu'un, ou que vous entendiez des grincements. Ce sont là les preuves que le petit enfant vous observe. Et une chose est sûre, si vous remettez les pieds sur son terrain de jeu, il ne vous accueillera pas deux fois de la même façon. Le rituel de l'ascenseur vous permet d'atteindre et de visiter l'autre monde. Ce rituel est dangereux et pourrait provoquer chez quiconque tente de le réaliser un état psychotique sévère. Le rituel doit se dérouler dans des conditions assez simples. Le voyageur doit être seul et suivre la procédure dans un ascenseur reliant au minimum 10 étages. Il est recommandé de méditer et de bien étudier son environnement avant d'essayer de rejoindre l'autre monde pour établir des repères qui permettront au voyageur de savoir dans quel monde il se trouve. La démarche est assez longue, mais il n'est pas nécessaire de l'apprendre par cœur. Elle peut tout à fait être copiée sur une feuille qui sera emmenée durant le voyage. Voici les instructions. Rentrez dans l'ascenseur choisi. Personne hormis le voyageur ne doit s'y trouver au départ. Appuyez sur le bouton pour monter au 4e étage. Une fois au 4e étage, ne pas sortir de la cabine et appuyez sur le bouton du 2e étage. Continuez cette manœuvre dans l'ordre suivant. 6e étage, 2e étage, 10e étage, 5e étage. Arrivé au 5e étage, il se peut qu'une jeune femme rejoigne l'ascenseur aux côtés du voyageur. Si c'est le cas, il est recommandé de l'ignorer. Ne pas chercher à savoir qui elle est, ni ce à quoi elle ressemble, car elle est bien différente de tout ce que l'on peut imaginer. Appuyez sur le bouton du 1er étage. Si l'ascenseur, contrairement aux attentes, se met à monter vers le 10e étage, c'est que le rituel a fonctionné jusque-là. S'il se met à descendre vers le 1er, il faut impérativement le quitter avant qu'il ne l'atteigne. Au 10e étage, il est possible de changer d'étage et de sortir de l'ascenseur pour annuler le rituel. Dans tous les cas, c'est au moment où les portes s'ouvriront sur le 10e étage que la jeune femme demandera « Où allez-vous comme ça ?» Ne pas lui répondre est la meilleure chose à faire. Ne pas non plus la regarder. L'autre monde devrait être accessible en sortant de l'ascenseur. L'étage sur lequel le voyageur débouche est très semblable au monde réel. Les seules choses qui diffèrent sont les éclairages qui ne fonctionnent pas. La seule source de lumière provient de croix rouges en feu observables à travers les fenêtres. Les appareils électriques ne sont pas utilisables. Des personnes peuvent venir à la rencontre du voyageur. Elles ne sont pas dangereuses. Tous les êtres humains habitant l'autre monde sont des voyageurs qui ont rejoint l'autre monde volontairement ou non et qui n'ont pas réussi à le quitter. Il est inutile d'essayer d'entretenir une conversation avec eux car ils ont tous sombré dans la folie. Il est possible que le voyageur perde conscience et s'évanouisse. Si tel est le cas,
il se réveillera dans la maison qu'il avait quittée pour faire le rituel. Cependant, cette maison qui peut paraître identique à première vue n'est pas authentique. Il est difficile de se souvenir du rituel au réveil. Tout ce qui peut éveiller les soupçons est le comportement végétatif des occupants. Ils ne parlent pas et marchent sans but en suivant le même schéma chaque jour. Il est recommandé de ne pas quitter l'immeuble pour pouvoir aisément rejoindre l'ascenseur par lequel le changement de monde s'est fait. Si après un évanouissement le voyageur se réveille dans sa maison, il doit à tout prix reprendre conscience et sortir de chez lui pour retrouver l'immeuble par lequel il est arrivé. Il est très difficile de s'orienter dans cette autre ville. Il se peut que plus le temps passe et plus l'immeuble s'éloigne jusqu'à finir par disparaître. Si l'ascenseur d'origine est retrouvé, il suffit de l'emprunter et de monter à l'étage le plus élevé pour ensuite redescendre au rez-de-chaussée et le quitter. Voici quelques dernières recommandations à ceux qui voudraient tenter de procéder au rituel. N'essayez pas d'emmener des objets ou des personnes provenant de l'autre monde, la jeune femme vous en empêcherait. À aucun moment, vous ne devrez lui parler. À aucun moment, vous ne devrez la regarder. Son but est de vous faire échouer le rituel. Et si elle y parvient, cela pourrait mal tourner. Hachishaku-sama, la femme de 8 pieds de haut. Hachishaku-sama est une entité maléfique qui enlève les enfants au Japon. On la reconnaît à sa taille immense de 8 pieds de haut et à ses longs cheveux noirs. Le Yurei, fantôme japonais, annonce sa venue en émettant un bruit étrange qui ressemble à po, po, po. Un jour, un petit garçon qui jouait tranquillement dans le jardin de ses grands-parents eut la malchance de croiser son chemin. Il aperçut la silhouette gigantesque d'Hachishaku-sama. L'enfant s'empressa de raconter ce qu'il avait vu à ses grands-parents. Ces derniers changèrent aussitôt de visage et se mirent à trembler. Leur petit-fils était la victime d'un esprit malin. Effrayés, ils décidèrent de consulter un moine. Le jeune garçon devait alors rester enfermé dans sa chambre toute la nuit, en serrant contre lui un parchemin, et ne surtout pas ouvrir à Hachishaku-sama. Plus tard, l'enfant perçut à nouveau le son « po, po, po », suivi de la voix de son grand-père qui lui demandait d'ouvrir la porte. Il comprit qu'il s'agissait en fait du démon, et garda la porte bien fermée jusqu'à 7 heures du matin comme on le lui avait demandé. Mais on ne se débarrasse pas d'Hachishaku-sama si facilement. Alors que le petit garçon était sur la route accompagné de ses grands-parents et regardait par la fenêtre, il aperçut encore une fois la longue silhouette du démon. J'habite un petit village en bord de mer. Pendant plusieurs siècles, ma famille paternelle a eu sa propre religion. À vrai dire, je ne sais pas si l'on peut vraiment appeler ça une religion. Peut-être que culte est un mot plus adapté. Les autres habitants du village n'étaient pas du tout au courant. Même les voisins ne se sont rendus compte de rien. Mes ancêtres ont su se faire discrets. En cachette, ils vénéraient une vieille statue d'une créature ressemblant à un poisson, récitant des litanies et organisant des rituels. Ces rituels étaient très importants, car ils permettaient au nouveau chef de la famille de montrer son courage et de se faire accepter par la divinité marine. Mon père est le dernier à l'avoir réalisé, et cette tradition s'est perdue après lui. Il ne l'a jamais transmise à mon frère lorsqu'il est devenu adulte. D'ailleurs, il a longtemps évité le sujet. Nous avions connaissance de certaines croyances et de l'existence de la statue grâce à des récits de nos grands-parents. Mais mon père semblait leur avoir intimé de garder le silence sur le rituel de transmission. Quand il s'est enfin confié, mon frère venait de fêter ses 21 ans. Chaque année, à partir de cet âge vers 3 heures du matin, mon père devait nager dans la mer, s'éloignant le plus possible de la côte. Il n'avait le droit de faire demi-tour que lorsque le dieu lui avait donné un signe. Ce rituel s'est réalisé sans encombre jusqu'à ses 25 ans, mais cette fois,
Les vagues étaient particulièrement fortes et l'eau plus froide que d'habitude. Mon père n'avait pas assez mangé. Il se sentait perdre un peu plus conscience à chaque seconde qui s'écoulait, mais il refusait d'abandonner, persuadé qu'un malheur terrible s'abattrait sur sa famille s'il dérogeait à la tradition. Alors qu'il sentait ses membres s'engourdir, la frontière entre son corps et la mer a disparu. Il était l'eau, il était l'écume, les vagues qui s'échouaient sur la plage. Perdu dans un délire causé par l'hypothermie et le manque d'oxygène, il n'a même pas senti l'eau remplir ses poumons. La panique ne l'a pas envahi lorsque ses muscles ont perdu toute force de lutter. Il nous a dit qu'il a vu ce qu'il se passait sous l'eau. Il faisait nuit noire et pourtant, il a vu quelqu'un plonger et se rapprocher de lui. Tout ce qu'il pouvait distinguer, c'est la silhouette d'un corps pâle et flou, avec une tête étrangement pointue, semblable à celle d'un poisson. C'est là qu'il s'est évanoui. Mon grand-père et mon arrière-grand-père l'attendaient sur la rive et ils se sont précipités pour le sauver lorsqu'ils l'ont vu disparaître sous l'eau. Lorsqu'il s'est réveillé, il était sur la terre ferme, toussant et crachant. Il a senti quelque chose sous sa langue et l'a craché dans sa main. C'étaient 5 petites perles dont la nacre avait une exceptionnelle couleur bleutée. Il n'a jamais su ce que ça signifiait et il n'a plus jamais plongé. Il existe une certaine route près des Everglades en Floride. Si vous l'empruntez seul sous la pluie, de jour comme de nuit, vous aurez le sentiment très réel d'être complètement perdu. Votre radio aura des interférences, vos CD sauteront et vos cassettes se joueront de manière plus lente qu'à la normale. Si vous essayez de trouver une carte dans votre voiture, elle aura mystérieusement disparu. Si vous continuez à avancer sur cette route plus d'1 minute, vous constaterez que vous ne pouvez pas faire demi-tour et que tout ce qui se trouve derrière vous est dans l'obscurité la plus totale. Il n'y aura pas d'autre voie, ni d'autre voiture. En maintenant ainsi votre cap, vous arriverez à une bifurcation sans panneau indicateur. Au milieu de celle-ci, il y aura un homme, couvert de la tête aux pieds de diverses pièces de vêtements. La seule peau visible sera celle autour de ses yeux, qui seront vert vif. Vous devrez sortir de votre voiture, mais ne coupez pas le moteur et ne fermez pas la portière derrière vous. Approchez-vous de l'homme, mais arrêtez-vous à au moins 1 mètre de lui. Vous devrez rester là sans faire de bruit, en attendant qu'il parle le premier. Si vous brisez le silence avant lui, vous vous retrouverez à nouveau sur la route principale et vous mourrez dans les 24 prochaines heures. S'il s'exprime, il vous demandera ce dont vous avez besoin. Dites-lui que vous avez besoin de savoir quelle route vous mènera à votre destination. Il s'enquérera ensuite de ce que vous lui offrez en échange de son aide. Si vous lui proposez de l'emmener, lui et votre voiture disparaîtront et vous deviendrez le nouveau gardien de la fourche. Si vous lui offrez un parapluie, il vous poignardera dans la poitrine. Si vous lui offrez votre amour, il prendra votre cœur encore battant et le mangera, vous condamnant à marcher sur la terre sans cœur, rendu fou à cause de la douleur et de la perte. Vous devrez lui offrir votre loyauté et vous agenouiller devant lui. Si vous faites cela, il fermera les yeux et s'inclinera en retour, tendant la main vers n'importe quel chemin qui vous ramènera en sécurité. Mais si vous essayez de le fuir, vous serez mort avant d'atteindre votre voiture, et votre corps sera retrouvé à l'intérieur de celle-ci, au fin fond du marais des Everglades. Comme énormément de monde, j'aime les parcs d'attractions. Les sensations fortes, l'effervescence, les cris, les rires, parfois même les pleurs à la sortie du train fantôme. Et j'imagine que personne ici ne connaît le parc aux Lumières. En fait, si vous êtes en capacité de lire ce texte, il est très probable que vous n'en ayez jamais entendu parler. Ce récit vous paraîtra sans doute saugrenu, mais nul doute que vous bénirez le jour où vous l'aurez lu si vous tombez par hasard sur ce lieu. Et c'est bien la seule façon de le trouver. Par hasard. Enfin, pas totalement. D'après mes recherches, on tombe sur le parc lorsqu'on traverse des périodes difficiles. Décès d'un proche, rupture douloureuse, état dépressif plus ou moins avancé. C'est comme si une force inconnue, le destin diront certains, plaçait le parc aux Lumières sur notre chemin en ces temps amers. Comme pour nous réconforter, d'une drôle de manière. Vous en conviendrez au fil du récit. Je ne parlerai pas ici d'un cas en particulier, mais de généralités concernant l'endroit, que j'ai pu constater et regrouper selon différents témoignages.
Comme je l'ai dit, on tombe toujours sur le parc aux Lumières par hasard. À la sortie d'un virage en race campagne, sur un chemin de terre au beau milieu de la forêt, mais jamais près d'une grande ville, jamais près d'habitation. Et toujours la nuit. Un Américain a trouvé le parc alors qu'il faisait du stop en plein milieu du désert. Un Allemand a croisé sa route lors d'une randonnée nocturne en montagne. Et un Français est tombé dessus après avoir conduit sa voiture dans le fossé sur une route de campagne. Au premier abord, le parc paraît immense. Mais plus notre regard s'attarde dessus, plus il semble rétrécir. Comme si sa volonté première était d'impressionner, d'écraser par sa grandeur. Puis, comme mu par une envie d'attirer les visiteurs, il regagne une taille humaine, plus intime. Ceux qui en ont fait la rencontre l'ont décrit comme un spectacle lumineux incroyable. D'autant plus qu'il a lieu dans des endroits complètement incongrus et déserts. Des lampions rouges, jaunes et blancs sont suspendus absolument partout, donnant l'impression qu'une ville s'est réveillée et est sortie du sol au milieu de nulle part. De l'extérieur, on peut voir les montagnes russes, les chapiteaux, les ballons multicolores. Mais tous les endroits ont été frappés par l'absence de bruit. Aucune musique, aucun son ne provient des chariots vides dévalant les pentes de montagnes russes. Bien que les témoins aient démontré une certaine curiosité, ils ne se sentaient pas irrémédiablement attirés par les lieux. Il n'y a aucun sortilège qui les aurait poussés à s'enfoncer dans le parc aux Lumières. Tous y sont entrés de leur plein gré, et quelques-uns ne sont même pas allés jusque-là. Un Japonais, par exemple, qui avait croisé la route du parc une nuit entre Tokyo et Osaka, a déclaré s'être arrêté au seuil de l'entrée puis avoir fait demi-tour, car il avait cru que l'endroit était fermé. Nulle obligation de pénétrer dans le parc, donc. Concentrons-nous donc sur ceux qui sont allés à l'intérieur. C'est quand on pénètre dans le parc qu'on commence finalement à entendre quelque chose. Une musique lointaine, un écho presque. Comme si le son provenait d'un haut-parleur dont on aurait réduit le volume au minimum. Ce qui frappe le plus dans cet endroit, c'est l'absence de monde. Il n'y a absolument personne. Pas de queue devant le stand de popcorn ou devant le train fantôme. Pourtant, toutes les attractions sont ouvertes. Le tir au pigeon attend que quelqu'un vienne tenter sa chance. Les boîtes de conserve empilées du jeu de massacre patientent dans l'attente d'être chahutées par une balle. Là aussi, il n'y a aucun personnel. Le parc fonctionne tout seul. Les témoins décrivent alors, tous sans exception, une sensation étrange qui s'empare d'eux. Ils ont soudainement l'impression que ce parc n'est pas là par hasard. Plus précisément, et sans pouvoir l'expliquer, que le parc aux Lumières est ici pour eux. Ils ressentent aussi que, pour une raison inconnue, ils ont ici quelque chose de bénéfique à retirer de cette aventure. Alors naturellement, on s'avance plus loin dans le parc. On déambule sans vraiment avoir de but dans les allées vides, toujours bercé par cette musique lointaine. Et on entre dans une attraction. C'est à partir de ce moment-là que les choses prennent une autre tournure. Une seconde émotion s'immisce alors en nous d'après les témoins. Une sorte d'obligation implicite. On ne doit pas sortir avant d'avoir fait toutes les attractions. Quelque chose nous fait ressentir que partir à ce stade-là pourrait s'avérer dangereux. La nature de la menace demeure inconnue, mais bien présente en nous. Alors on enchaîne les attractions, qui sont étonnamment peu nombreuses. Le parc aux Lumières est beaucoup plus petit une fois qu'on pénètre à l'intérieur. Et plus on enchaîne les manèges, plus l'ambiance des lieux change. Une fois le grand 8 effectué, certains stands se retrouvent fermés. Et après être allé au train fantôme, les lumières de l'entrée s'éteignent. C'est généralement après la seconde attraction qu'apparaissent d'ailleurs les panneaux « Respectez la règle ». Disséminés un peu partout, ils semblent rappeler à l'ordre les visiteurs, leur rappelant une injonction dont ils ignorent tout. À la fin de la balade des amoureux en descendant des bateaux en forme de cygne, il n'y a plus de musique. En fin de compte, au fur et à mesure que l'on enchaîne les attractions, le parc devient austère. On a de plus en plus l'impression d'être un intrus. Plus exactement, on a l'impression de se trouver quelque part où on ne devrait pas être. Une fois passée la dernière attraction, les choses varient selon les témoignages. Ainsi, 2 Américains ont déclaré être ressortis du parc par l'entrée, comme on le ferait normalement. Un Suisse s'est endormi sur un banc et s'est réveillé allongé sous un abribus. Un Mexicain a dit avoir vu une immense lumière, puis avoir repris connaissance sur le quai d'une gare. Mais ils avaient tous l'impression que quelque chose en eux avait changé, en bien ou en mal. Sur 60 témoins, 38 ont déclaré que leur vie était restée la même après les faits. 12 ont vu leur situation s'améliorer, chance en amour, richesse, promotion professionnelle. La vie a pris un tournant heureux pour ceux-ci. Et 10 autres sont tombés dans la dépression, la maladie, voire la démence.
Selon leurs déclarations et celles de leurs proches, les lumières vives leur faisaient mal aux yeux. Le moindre bruit les faisait sursauter, et l'odeur de la barbe à papa les plongeait dans le mutisme. Sur ces 10 personnes, 5 se sont suicidés. Bien sûr, on ne peut relier formellement ces changements de situation à la rencontre avec le parc aux lumières. Ce ne sont que de simples constats. Néanmoins, avec toutes les infos que j'ai compilées, j'ai compris que tout le monde a une période de sa vie où ses défenses sont au plus bas, peut tomber sur le parc aux lumières. Si vous pensez pouvoir en retirer quelque chose de bénéfique, libre à vous d'y entrer. Toutefois, écoutez bien le passage qui suit. Avec toutes ces confessions, j'ai pu établir une sorte de notice pour que les choses se passent bien. J'ai mis en commun les témoignages les plus heureux, comme ils possédaient plus de similarités que ceux plus sombres. J'en ai déduit les choses à faire et celles à ne pas faire. Ceux qui s'en sont le mieux sortis ont commencé par le tunnel des amoureux. On peut y voir 3 spectacles de poupées. La première scène montre l'amour naissant entre un homme et une femme. La seconde voit le couple se séparer, mais lorsque le bateau sur lequel vous vous trouvez passera la 3e porte, fermez les yeux. Vous entendrez des bruits très forts, certains si près de vous que vous sentirez votre corps trembler. Un mélange de musique dissonante et de hurlements, disent certains. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas les yeux. Des 5 personnes qui se sont suicidées, toutes avaient désobéi. Montez ensuite dans le grand 8. Vous le trouverez étonnamment silencieux, car le chariot ne fait aucun bruit lorsqu'il se déplace sur les rails. Vous non plus ne faites aucun bruit. J'expliquerai ce point plus en détail un peu plus tard. Le manège n'est pas très haut, il ne sera donc pas difficile de retenir vos cris en cas de sensation forte. Arrive ainsi un phénomène assez étrange, qui n'a pas été vécu par tous les témoins de la même façon. Pour certains, le tour de Grand 8 a duré des heures. D'autres ont rapporté qu'ils n'avaient même pas eu l'impression d'avoir parcouru les rails jusqu'à la fin. En fait, ils ne se souviennent même pas d'être descendus de l'attraction. Quoi qu'il arrive, prenez votre mal en patience, ne criez pas, et ne sortez pas vos bras du chariot. Les panneaux respectez la règle vont apparaître. Ils seront plus ou moins nombreux, qu'importe ce qui s'est passé dans le Grand 8. Au fil des témoignages, j'en ai déduit que cette règle se situe autour de l'idée qu'il ne faut pas attirer l'attention. Ne pas crier ou ne pas faire de gestes extravagants. Surtout que plus l'heure avance, moins il ne semble que votre présence soit la bienvenue. Quant à ce qui arriverait si vous ne respectiez pas cette injonction, je n'en ai aucune idée. Il n'y a qu'un seul cas dans lequel une personne a crié lors du Grand 8. Un Italien qui est entré dans le parc avec son petit frère. Ce qui en fait d'ailleurs le seul cas où 2 personnes sont entrées en même temps. Lors du tour, le plus jeune a crié, impressionné par la descente. Ils ont ensuite enchaîné les attractions, mais les lumières se sont éteintes bien plus vite que ce qu'ont rapporté les autres témoins. Lorsqu'ils en eurent fini avec le parc, l'Italien rapporta qu'un voile noir était passé devant ses yeux et qu'il s'était retrouvé à marcher au bord de la route, seul. Il n'a jamais revu son petit frère. Dirigez-vous vers le train fantôme et installez-vous dans un wagon. Concentrez-vous sur vous et n'ouvrez pas les yeux là non plus. De toute façon, il n'y a rien à voir. Le wagon se déplace dans l'obscurité la plus totale. À l'occasion, vous sentirez quelque chose vous frôler. Ne criez pas, respectez bien cette règle. Vous ressortirez de l'autre côté au bout de quelques minutes. Bien que ce ne soit pas le manège le plus effrayant, les témoins affirment que ces quelques minutes sont celles durant lesquelles ils se sont sentis le plus en danger, sans toutefois pouvoir l'expliquer. Et la dernière attraction, c'est le carrousel. Si vous avez respecté l'ordre établi plus haut, il devrait s'agir du dernier manège encore allumé. Tout le reste du parc sera plongé dans le noir. Je ne sais pas si ce détail a quoi que ce soit en rapport avec leur bonne fortune, mais les 12 personnes qui s'en sont le mieux sorties étaient assises dans le carrosse de princesse. Ne prenez pas de risques et respectez toujours la règle. Vous me direz qu'il n'y a pas de quoi hurler de terreur sur un vieux carrousel. Vous auriez raison. Mais du coin de l'œil, il y a de fortes chances que vous aperceviez des choses bouger dans l'obscurité autour du manège. Il est possible que vous croyiez voir s'agiter des chevaux en bois derrière vous. Peut-être qu'au loin, d'un coup d'œil fugace, vous verrez l'ours en train de jongler ou le clown qui attend sagement les visiteurs derrière le comptoir du stand de jeux de massacre. Il arrivera peut-être que l'espace de quelques secondes, vous ne soyez pas seul dans le carrosse. Mais quoi qu'il arrive, respectez la règle. Après ça, vous serez normalement venu à bout du parc aux lumières sains et saufs. Sortez comme vous le pouvez. Sinon, comme pour certains, le parc s'en chargera. Voilà tout ce que j'ai pu déduire sur les différents témoignages. Ce qui se passe ensuite est encore moins sûr. Bonheur, malheur, richesse, maladie. Rien n'est garanti. Une chose l'est néanmoins. C'est que vous n'êtes pas obligé d'entrer dans le parc aux lumières. Pour ma part,
Je n'ai jamais croisé sa route. Mais ma vie n'est pas terminée et elle me réserve sûrement des passages compliqués. Il y aura certainement des moments où je serai au plus bas. Qui sait alors si, au détour d'un chemin, je ne tomberai pas sur les magnifiques lumières de ce parc vide. Si vous êtes vous-même dans une période sombre, je ne saurais trop vous conseiller que de ne pas vous promener dans des coins trop isolés quand le soleil a disparu derrière l'horizon. Quelque part, le parc aux lumières attend patiemment de croiser nos routes. Si cela arrivait, repensez à ce que je viens de vous lire. Et surtout, respectez la règle. Avez-vous déjà détesté quelqu'un au point de ne vouloir lui faire subir rien d'autre que des souffrances inimaginables? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Ce rituel était utilisé sur les espions japonais à l'époque des samouraïs. Et il est encore utilisé par certaines organisations secrètes comme une forme de torture imperceptible. Votre cible sera assaillie par divers malheurs, qui peuvent aller de blessures mineures à des situations mortelles dont la victime ne peut sortir indemne. Cette technique était également utilisée par les Indiens après sa découverte sur le continent à la fin des années 1800. Lorsque vous effectuez le rituel, il est important de ne jamais parler de ce que vous avez fait à qui que ce soit, sinon la malédiction aura l'effet inverse. Les événements liés au rituel se produisent pour des raisons inconnues, puisqu'il a été créé à l'origine pour affecter les clés en bois typiques de l'époque. Ça aurait été modifié à la fin des années 1900 par les organisations secrètes susmentionnées, dans le but de pouvoir affecter les clés en métal. Pour commencer, vous aurez besoin d'une clé appartenant à la victime. Vous devez vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une clé importante, car elle manque facilement à leur propriétaire. Vous aurez peut-être du mal à vous approcher du trousseau de la personne visée, mais après l'avoir acquis, vous aurez besoin des éléments suivants. Des cendres provenant d'un arbre, d'une bûche ou de bâtons brûlés pour capturer un esprit, un récipient en argent pour s'assurer qu'il ne s'échappe pas après sa capture, un couteau ou un autre objet tranchant pour le mettre en colère en le poignardant lorsqu'il sera captif, du riz afin de s'assurer que l'esprit capturé puisse devenir plus puissant et faire plus de mal à sa future victime, un stylo et une feuille de papier pour s'assurer qu'il frappe la bonne cible, du sel à verser par précaution autour du récipient en argent. Ainsi, si l'esprit traverse à la fois la cendre et le récipient en argent, vous aurez suffisamment de temps pour terminer le rituel même si ce dernier est très puissant. De l'eau pour poser le récipient. Vous pourrez le mettre dans un évier ou dans une autre source d'eau, du moment que vous avez la possibilité de le récupérer rapidement. Si vous disposez des éléments mentionnés, suivez ces étapes pour commencer le rituel. 1. Versez la cendre dans votre récipient en argent et commencez à verser le sel autour de celui-ci. Ce sont vos 3 murs de titane afin de bloquer l'esprit qui tentera certainement de vous attaquer. 2. Ensuite, placez lentement la clé à l'intérieur de la cendre. 3. Dites la phrase « J'ai une friandise pour toi » 15 fois. 4. Après 5 minutes, prenez votre couteau ou l'objet pointu que vous avez choisi et poignardez 8 fois la cendre qui est maintenant devenue le corps de l'esprit. Ça va le mettre en colère et le rendre plus fort. 5. Versez ensuite le riz dans le récipient en argent. Ça renforcera les effets de la malédiction. 6. Une fois que vous aurez versé le riz, si jamais l'esprit a pu échapper à vos 2 premières barrières, il reviendra à l'intérieur du récipient. 7. Écrivez le nom de votre cible sur le morceau de papier et déposez-le dans le récipient en argent. 8. Allez à votre source d'eau et laissez le récipient tremper dedans pendant 30 minutes, afin de donner à l'esprit le temps de faire de la clé sa nouvelle habitation. 9. Une fois ces 30 minutes écoulées, vous devez sortir lentement la clé du récipient et la remettre là où vous l'avez trouvée. Avertissement. Si la cible meurt, l'esprit viendra vous chercher. Protégez toutes les ouvertures de votre maison avec du sel, sinon vous risquez de voir cette même clé apparaître dans votre maison, et vous mourrez. Comment jouer à Hitori Kakurenbo? Le cache-cache seul, ou chat seul, est un rituel permettant d'entrer en contact avec les morts. Les esprits qui errent sur Terre, tourmentés, sont toujours à la recherche de corps à posséder. Dans ce rituel, c'est l'un d'entre eux que vous invoquez, en lui offrant une poupée à la place d'un corps humain. Avertissement, si vous avez des capacités psychiques, vous pourriez vous sentir mal ou être vulnérable à des incidents durant le rituel.
Ce dont vous avez besoin, d'une peluche avec des membres, de riz, assez pour remplir entièrement la peluche, d'une aiguille et de fil rouge, d'un objet tranchant, comme un couteau, un morceau de verre ou des ciseaux, d'une tasse de sel, naturelle serait préférable, et d'une cachette, de préférence purifiée avec de l'encens. Préparation 1. Retirez toute la ouate, ou ce qui est à l'intérieur de la peluche, et remplacez-la par du riz. 2. Coupez un peu de vos ongles, et mettez les bouts à l'intérieur de la peluche. Puis, cousez l'ouverture avec le fil rouge. Quand vous avez terminé, ligotez la peluche avec le reste du fil. 3. Faites couler de l'eau dans une baignoire. 4. Mettez une tasse de sel dans la cachette que vous avez choisie. Comment faire? Numéro 1. Donnez un nom à la peluche. Le nom peut être n'importe lequel, sauf le vôtre. 2. À 3 heures du matin, dites à la peluche: le premier démon est, suivi de votre nom, 3 fois. 3. Allez dans la salle de bain et plongez la peluche dans une baignoire remplie. 4. Éteignez toutes les lumières de la maison et retournez à votre cachette, puis allumez la télé. 5. Après avoir compté jusqu'à 10 les yeux fermés, retournez dans la salle de bain avec l'objet tranchant. 6. Une fois là-bas, dites à la peluche: je t'ai trouvé, suivi de son nom. Puis, poignardez-la avec l'objet tranchant. 7. Dites-lui: tu es le prochain démon, suivi de son nom, en la remettant en place. 8. Une fois cela fait, courez vous cacher. Comment terminer? Mettez la moitié du contenu de la tasse d'eau salée dans votre bouche, et ne la buvez pas, gardez-la en bouche. Sortez de votre cachette, et commencez à chercher la peluche. Celle-ci n'est pas forcément dans la salle de bain. Quoi qu'il arrive, ne crachez pas l'eau salée. Quand vous aurez trouvé la peluche, renversez le reste de la tasse, et crachez le contenu de votre bouche sur elle, puis dites: j'ai gagné, 3 fois. Cela devrait mettre un terme au rituel. Après cela, assurez-vous de sécher la peluche, brûlez-la et jetez-la ensuite. Le plus important, n'arrêtez pas le rituel en plein milieu. Vous devez le faire jusqu'à la fin. C'est un rituel dangereux, et je ne serai pas responsable s'il vous arrivait quelque chose au cas où vous essayeriez. Autre chose à garder en tête, ne sortez pas de la maison tant que vous n'avez pas fini le rituel. Vous devez éteindre toutes les lumières, soyez silencieux en vous cachant. Vous n'avez pas besoin de garder l'eau salée dans votre bouche tout le temps. Vous devez le faire uniquement à la fin du rituel. Rappelez-vous, si vous vivez avec quelqu'un, vous le mettez en danger aussi. Ne continuez pas ce rituel au-delà d'1 heure ou 2. Pour des raisons de sécurité, il est préférable de laisser toutes les portes de la maison ouvertes, y compris la porte d'entrée, et d'avoir des amis à proximité qui puissent vous aider en cas de besoin. Garder un téléphone à portée de main est aussi une bonne idée. Note: le riz représente les entrailles et sert également à attirer les esprits. Le fil rouge représente une veine. Il scelle le ou les esprits dans la peluche. En coupant le fil, vous brisez le seau et libérez le ou les esprits que vous avez attrapés. Si vous sortez de votre cachette sans eau salée, vous pourriez tomber sur quelque chose qui erre dans votre maison et qui pourrait en un sens vous blesser. Pour ressentir la présence de ce quelque chose qui erre, il est conseillé de regarder votre télévision. Mais attention, je vous déconseille de la fixer trop longtemps. Vous savez maintenant comment jouer à Hitori Kakurembo. Comment voir un fantôme est un jeu ou un rituel effrayant originaire du Japon qui peut te permettre d'apercevoir de véritables esprits. Tu peux jouer à ce jeu tout seul et découvrir si tu as la capacité de voir les défunts. Ne me tiens pas pour responsable si tu découvres que ta maison est hantée. Comment voir un fantôme? Instruction. Étape 1. Tu dois te retrouver seul dans une maison. Installe-toi dans une pièce calme. Tu peux t'asseoir sur une chaise ou t'allonger dans un lit. Étape 2. Ferme les yeux et visualise la maison où tu es né et où tu as été élevé. Étape 3. Imagine que tu te trouves à l'extérieur de la maison, devant la porte d'entrée. Ouvre la porte et entre dans la maison. Étape 4. Parcours la maison dans le sens des aiguilles d'une montre et ouvre les fenêtres, une par une. Étape 5. Maintenant, fais marche arrière et retourne sur tes pas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en fermant toutes les fenêtres une par une. Étape 6. Quitte la maison par la porte d'entrée, puis ouvre les yeux.
N'écoute pas la suite tant que tu n'as pas complété les étapes énoncées précédemment. Maintenant, voici la question. Pendant que tu parcourais la maison de ton imagination, as-tu remarqué une étrange silhouette se cachant dans certaines pièces? Cette étrange silhouette que tu as vue était un fantôme. Bonne nuit. Si un jour vous souhaitez vous venger de quelqu'un, il existe un moyen. Cette personne doit vous avoir fait vraiment souffrir, parce que les épreuves que vous traverserez et les risques encourus pour mener à bien cette revanche sont potentiellement mortels. C'est décidé? Vous voulez toujours vous venger? Bien, prenez des notes, mais je refuse d'être tenu pour responsable si les choses tournent mal. Voyez-vous, les êtres ou entités qui vous aideront à vous venger ne sont pas des plus recommandables. Elles ne sont pas non plus des plus prévisibles. En clair, ces choses pourront décider ou non d'appliquer la vengeance demandée. Elles pourront aggraver les souffrances que vous avez souhaitées pour votre ennemi, même si cette personne a de la famille, notamment des enfants qui sont plus réceptifs. Il y a de fortes chances que selon l'humeur de vos exécutants, des gens innocents subissent les effets de la vengeance. Une fois qu'ils ont commencé, il est difficile de les arrêter. Par ailleurs, parfois, et sans jamais que des raisons précises n'aient pu être déterminées, ils s'en prendront également à vous. En clair, si vous suivez mes instructions, vous passerez un contrat avec des exécuteurs de basses œuvres, cruels et incontrôlables, qui se réserveront le droit de modifier à tout moment les modalités du contrat, sans préavis, de façon unilatérale, et même de se retourner contre vous si leur soif de douleur n'est pas apaisée. Vous voulez toujours? Eh bien, je me demande ce que cette personne vous a fait. En tout cas, je vous ai prévenu. Les consignes sont simples. Choisissez une journée de préférence ensoleillée et partez au plus tard vers midi. Vous devez absolument avoir quitté la forêt lorsque l'obscurité tombera. Au passage, plusieurs personnes ont rapporté qu'il leur semblait que le temps s'était anormalement accéléré une fois le rituel terminé et qu'ils avaient à peine eu le temps de repartir, alors qu'il aurait dû leur rester plusieurs heures de marche. Vous pouvez vous déplacer à pied ou à vélo, de préférence tout terrain. Vous allez comprendre pourquoi. Les véhicules motorisés type quad ou motocross semblent faire échouer la mission, mais c'est vrai qu'ils offrent une certaine forme de sécurité en cas de repli. Veuillez emmener avec vous un objet de valeur à la hauteur de vos moyens. Ce doit être un sacrifice pour vous. L'argent liquide est accepté, tout objet précieux aussi. Les inconscients ayant tenté de tricher avec un chèque ou une carte bleue ne sont plus en état d'expliquer les raisons de leur stupidité. Il vous faudra également des allumettes ou un briquet, une tablette de chocolat de qualité ou une autre friandise, et une dose de drogue, légale ou non. Prévoyez aussi de quoi écrire. Rentrez dans la forêt et ne perdez jamais de vos yeux vos camarades si vous êtes accompagnés. La personne la plus désireuse d'effectuer le rituel de vengeance devra prononcer 3 fois les noms des entités que je refuse de vous retranscrire ici, en leur exprimant son souhait de les rencontrer ainsi que les raisons, et ce, avant d'avoir parcouru 1 kilomètre dans la forêt. Veillez à être aussi loin que possible d'autres personnes à ce moment. Une fois la demande formulée, il semble que ce qui se passe ensuite puisse toucher tout le monde dans un rayon plus ou moins étendu. Et vous ne voudriez pas mettre des personnes non préparées en danger, n'est-ce pas? Si vous échouez, ou si la demande n'est pas à leur goût, vous en serez quitte pour une bonne balade. Les choses pourraient être pires, croyez-moi. Si votre requête est acceptée, un sentier que vous n'aviez jamais remarqué auparavant apparaîtra au détour d'un virage, sur votre gauche, au bout de quelques centaines de mètres. Empruntez-le. D'abord un petit chemin, il deviendra de plus en plus impraticable. Pierre, sable ou boue, ronces acérées, orties, racines protubérantes, dénivelé improbable pour la région. Tout est fait pour vous ralentir et vous décourager. Ne rebroussez pas chemin, il est déjà trop tard. Vous devez avancer pour avoir une chance de survie. Si vous apercevez des animaux sauvages, ne les regardez pas trop, même s'ils vous paraissent anormalement peu farouches. Vous pourriez remarquer sur eux des anomalies qui vous feraient perdre l'esprit. Important, si vous tombez sur une meute de chiens errants, cela signifie que les entités ont changé d'avis. Je vous ai déjà dit qu'elles étaient lunatiques. Dans ce cas, déposez la drogue et la friandise sur la souche d'arbre la plus proche. Ainsi, vous pourrez passer au milieu des chiens sans qu'ils vous attaquent, même s'ils grogneront et aboieront. Sans offrande, ils vous prendront en chasse, et s'ils parviennent à vous attraper, ils vous tailleront en pièces. Ce serait dommage, étant donné que dans ce cas de figure, le monde des vivants se trouve à quelques centaines de mètres après les chiens. Si vous ne croisez pas de chiens, vous allez pouvoir, peut-être, obtenir votre vengeance. Vous devriez apercevoir une sorte de hameau abandonné, constitué de maisonnettes en bois. Toutes seront brûlées, sauf une. Elle est pour vous.
Sortez votre papier et votre stylo. Rédigez une sorte de contrat daté du jour, comportant vos noms à tous, ainsi que celui que l'on donne aux choses. Expliquez qui vous voulez viser, pourquoi et quand. La date doit être avant le 31 décembre de l'année en cours. Et surtout, quel sera le châtiment? C'est le moment d'avoir de l'imagination. Vous pouvez tout souhaiter, de l'impossibilité d'obtenir satisfaction chez le coiffeur, aux aigreurs d'estomac, ou flatulences permanentes, en passant par la ruine financière. Ou, pire, une fois les modalités d'exécution du contrat couchées sur le papier, précisez le paiement offert en échange du service, signez tous de vos noms et prénoms, puis placez le contrat et les objets de valeur dans la maisonnette. Assurez-vous que tout le monde est en sécurité, puis mettez-y le feu. À présent, dépêchez-vous de partir par là où vous êtes arrivés. Ne vous retournez pas. Et j'insiste là-dessus, ne vous retournez vraiment pas. Ne perdez pas de temps, et ne vous perdez pas de vue les uns les autres. Si l'un d'entre vous s'égare, ne prenez pas le risque de retourner en arrière. Vous connaissez les risques avant de venir. Ce que vous avez souhaité à votre ennemi lui arrivera à la date souhaitée, comme vous l'avez demandé. Si votre cadeau est jugé suffisamment précieux, et si les choses vous ont à la bonne, si vous ne constatez rien d'anormalement grave dans votre vie au bout d'un an jour pour jour, vous pouvez normalement vous considérer comme tiré d'affaire. Vous pouvez toutefois souffrir d'effets secondaires pénibles, mais sans gravité comparée au reste. Ils peuvent être migraines, nausées, troubles du sommeil, comme des insomnies, des cauchemars ou des terreurs nocturnes, une sensation permanente d'être observé, des acouphènes ou autres sons qu'on est seul à percevoir, ou une malchance chronique. Si cela peut vous consoler, il ne dure jamais éternellement. Il n'y en a jamais plus d'un ou deux à la fois par personne. Pour ma part, il y a plus de 3 ans que j'ai cessé de voir des ombres dans mon miroir. L'intelligence n'étant pas une chose qui peut se contrôler, j'ai naturellement une grande affection pour tous les idiots. Et je dis ça en toute sincérité. Car au fond, il n'y a aucun mal à être stupide. Ces personnes-là sont amenées à commettre des erreurs tout à fait grossières. Mais que voulez-vous, elles n'y peuvent pas grand-chose. Vous savez, je suis une de ces âmes charitables qui n'hésitent jamais à aider autrui. Alors quand des centaines de sots sont en détresse, je ne peux hélas pas les ignorer. Mais enfin, rentrons dans le vif du sujet. Ce que je propose ici est une seconde chance pour tous les idiots qui ont eu la mauvaise idée de réaliser des rituels sans en respecter les étapes, et qui en subissent maintenant les conséquences. Combien de fois ai-je déjà entendu qu'un rituel de vengeance avait été mal exécuté, ou que l'ordre des attractions du parc aux Lumières n'avait pas été respecté? Si je peux me permettre un conseil, lorsqu'on est incapable de réaliser correctement un rituel, on ne le fait pas. Enfin, vous le savez probablement déjà, mais le non-respect de certaines règles d'un rituel peut entraîner des conséquences regrettables pour l'intéressé. Le cas échéant, la situation antérieure au rituel est bien souvent plus profitable que celle postérieure. Et c'est là où réside tout l'intérêt du rituel inversé. On cherche à revenir à l'état antérieur au rituel. Mais qu'est-ce que c'est le rituel inversé? Eh bien, sans grande surprise, il s'agit d'un rituel, ce qui implique que, pour l'exécuter, il faille accomplir diverses étapes. Quant à son objet, comme dit précédemment, il s'agit tout simplement de revenir à l'état antérieur à la réalisation d'un rituel qui vous a causé du tort. Autrement dit, le rituel inversé est un second rituel qui aspire à annuler un premier. Ce premier rituel qu'on appellera sobrement rituel A. Fort logiquement, l'annulation du rituel A entraîne celle de ses effets. Il est tout de même à noter que la mort, qui représente une partie non négligeable des sanctions en cas d'échec d'un rituel, ne peut pas être corrigée, étant donné qu'il faut être encore en vie pour accomplir un rituel inversé. Quand puis-je réaliser un rituel inversé? Toute personne vivante n'ayant pas respecté les étapes d'un rituel peut essayer d'en obtenir l'annulation. Ceci dit, certains rituels ne peuvent pas être annulés, pour des raisons inhérentes à leur nature. Par exemple, les rituels uniques, c'est-à-dire ceux qu'on ne peut réaliser qu'une fois, ne peuvent pas faire l'objet d'un rituel inversé. De plus, certains rituels sont déclenchés indépendamment de notre volonté, ce qui ne facilite pas leur annulation. Qu'est-ce que manquer une étape d'un rituel? Il faut se référer à l'énoncé du rituel A. Les rituels ne sont pas créés pour vous piéger. Chaque fait et geste qu'il faut suivre vous est précisé. Plus concrètement, manquer une étape d'un rituel revient à ne pas respecter les instructions permettant de correctement le résoudre. Cette notion est d'autant plus importante que si vous avez bien appliqué les directives durant votre rituel A, la résolution d'un rituel inversé sera totalement impossible. Pour être tout à fait clair,
Si durant le rituel A vous avez respecté chaque étape et que vous subissez des conséquences liées au hasard ou à l'un de vos choix prévus par ce même rituel, vous ne pourrez absolument rien faire contre la malédiction que vous subissez. Comment puis-je réaliser un rituel inversé? Tout dépendra du rituel que vous souhaitez annuler. Le rituel inversé fonctionnant de manière singulière à cause du lien très poussé qu'il entretient avec le rituel A. Le principe est élémentaire mais étrange. Ainsi, le fonctionnement du rituel inversé se décompose-t-il en 3 phases distinctes. La première consiste simplement à redéclencher le rituel A. Suivra celle du passage au rituel inversé, pour finir par l'accomplissement de celui-ci. Je me permets d'insister sur un point. Comprenez bien qu'un rituel inversé ne peut être exécuté qu'à partir du rituel A. Plus précisément, les étapes se déroulent de telle sorte. 1. Réunir les conditions nécessaires pour lancer le rituel que vous avez échoué puis le relancer. 2. Une fois le rituel A commencé, tapez du pied droit et décrivez à voix haute la dernière étape chronologique du rituel A. Il s'agit du passage au rituel inversé. Veillez à connaître par cœur l'ensemble des étapes du rituel A. Si l'étape précédente a correctement été remplie, le rituel inversé commencera. Son principe est on ne peut plus simple. Les étapes de l'ancien rituel se dérouleront dans le sens inverse, c'est-à-dire que la dernière étape décrite arrivera en premier, l'avant-dernière en second, etc. Le rituel inversé supplante le rituel A. Autrement dit, vous serez automatiquement transporté à sa fin, et ce, peu importe la manière dont le rituel A doit être déclenché. Le but étant de réaliser les différentes étapes du rituel A mais dans le sens inverse. Évidemment, vous devrez cette fois-ci impérativement respecter les consignes de l'énoncé. Encore une fois, tout dépend de l'énoncé du rituel A, veillez à bien le connaître par cœur. C'est aussi simple que ça, un jeu d'enfant, n'est-ce pas? Le rituel inversé s'achèvera donc logiquement par l'accomplissement de la première étape du rituel A. Quels sont les effets du rituel inversé? En cas de succès, le rituel A que vous aviez jadis effectué est annulé. Autrement dit, il est réputé n'avoir jamais été, jamais existé. Dès lors, tous les effets négatifs qu'il peut avoir sur vous disparaîtront. Attention, cela ne veut pas dire que vous allez remonter dans le temps ou je ne sais pas quoi, mais juste que le rituel A ne produira plus ses effets. En revanche, en cas d'échec, c'est-à-dire si vous avez mal exécuté une seconde fois le rituel A, eh bien c'est un triste sort qui vous sera réservé. Lequel? Difficile à dire, car tout dépend de l'entité maîtresse du rituel A. En tout cas, on peut difficilement envisager qu'elle apprécie le fait que vous ayez tenté un rituel inversé. Dès lors, son châtiment sera beaucoup plus sévère qu'à l'accoutumée. Donc imaginez un tas de tortures plus sordides les unes que les autres. Gardez juste à l'esprit que le rituel inversé ne s'échoue qu'une fois. Je pense que c'est bon, je vous ai partagé tout mon savoir sur le rituel inversé. J'ai beaucoup répété ce mot, n'est-ce pas? C'est une chance inestimable que d'avoir la possibilité de préparer une erreur. Alors la saisirez-vous? Après tout, je vous l'ai dit, je n'ai rien contre les idiots.